Voilà. L'idée, c'était aujourd'hui de faire une mise au point sur cette chirurgie ligamentaire en particulier, qui est actualité sur différents critères. Mais on va faire très simple, très pragmatique, vous allez voir, avec des messages clairs. Déjà, les messages, c'est de remercier Serge Herman, qui est précurseur depuis 20 ans dans cette prise en charge, en disant que c'est pas pareil, les enfants et les adolescents. Ça a l'air tout bête de dire ça en 2025, c'était pas le cas il y a 20 ans. Et je le remercie. Je remercie également Loïc Geoffroy, qui est un confrère qui est chirurgien orthopédique, président d'un club de handball et qui connaît particulièrement bien les enfants avec qui on collabore. Bon, je vous épargne la littérature. Il y a un contexte en pathologie du genou de l'enfant. Retenez, on verra ça plus tard dans d'autres formations, mais c'est dans un contexte où vous avez les apophysites de croissance, proximales sur le tendon rotulien, le Sinding-Larsen, vous savez, la petite douleur et la petite chondropathie. Et puis, vous avez également l'osgood que vous connaissez. Et puis, il faut connaître ce nom-là, le mot discoïde. Pourquoi? Parce que comme dans le monde de la Grèce antique, vous avez un disque au bol, là, qui vient à la place d'un ménisque qui normalement est triangulaire. Vous voyez, ça fait un disque. Et ça donne des formes atypiques en fait, de ménisques et qui sont surtout sur le ménisque latéral et qui donnent des claquements proches de l'extension. Et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais plus ou moins chirurgical. L'ostéochondrite disséquante, c'est une autre pathologie du genou qui n'a rien à voir avec ce dont on parle aujourd'hui, les ligaments croisés. Elle est une lésion ostéochondrale qui est en fait une petite nécrose sous-chondrale, proche de l'échancrure ici, typique soit sur le condyle médial, fréquemment, rarement le condyle latéral, et vous voyez sur un cartilage ouvert. Et puis là, on va parler du ligament croisé antérieur. Donc ça, c'est les pathologies qu'on doit connaître quand on fait de l'enfant et de l'adolescent du genou. Là, on va parler uniquement du croisé antérieur. Pourquoi? C'est quoi les enjeux? Vous voyez nos courbes de croissance qu'on voit chez nos enfants, pour lesquelles on doit les suivre. Il y a une période de croissance lente et une période de croissance super rapide. Et en fait, on est confronté à des patients qui ont des ruptures de ligaments croisés, mais qui n'ont rien à voir avec nos patients adultes. Il y a l'enjeu de la stabilité, de la reprise du sport et de l'arthrose. L'enjeu chez ces jeunes, c'est la poursuite de l'activité physique. Pourquoi? Lutte contre la sédentarité, et on le sait depuis le Covid, c'est une catastrophe, là, notamment le temps d'écran, l'obésité et les troubles psychiques qui aujourd'hui sont majeurs. Dans la plupart des lycées, aujourd'hui, il y a 20% des enfants qui ont des prises en charge psychiatriques. 20% dans les lycées. Donc rendez-vous bien compte que tout ça, on subit probablement la baisse d'activité physique qu'on a imposée à nos enfants et adolescents dans la période Covid. Il y a un vrai problème de santé publique par rapport à ça, parce qu'en France, en fait, on n'a pas de données sur cette population-là. Il n'y a pas d'épidémiologie qui est fiable. Il y en a un peu dans les pays nordiques, en Norvège, en Danemark, un peu aux US. Et il y a un problème de définition, en fait. On parle d'âge, on parle de croissance osseuse. Alors, en fait, là, ce qu'il faut retenir, c'est que pour nous, ce qui importe dans le fémur, c'est en fait la croissance osseuse. Et donc, il y a avant, pendant, après. Mais l'âge est très dépendant des ethnies, notamment. Donc, globalement, chez la fille, ça pousse un peu plus tôt chez le garçon et sur une période de 3 ans. Ils ont à peu près 18 mois de décalage, mais ça reste, vous voyez, très vague. Et chez les garçons. Mais surtout, de dire qu'on grandit après 15 ans sur le fémur et le tibia, c'est faux. Ça, il faut retenir que ça, c'est pas vrai. On grandit, mais dans d'autres endroits. Mais les os longs, qui sont notamment au niveau du fémur, c'est surtout cette période-là. Il y a une chose, c'est qu'il y a un problème de filière de soins. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce qu'en fait, l'ARS ne nous reconnaît pas. Chirurgien arthroscopique du genou, ça n'existe pas. On n'est ni pédiatrique, je ne fais pas la chirurgie pédiatrique, moi je ne fais pas les allongements de longueur, je ne fais pas la scoliose, mais par contre, j'ai du patient sportif et on en a pas mal. Et vous savez, on a fait quelques ligaments croisés par an, on fait 1400 ligaments, il y en a 80 pour moi qui ont moins de 15 ans. Et subitement, du jour au lendemain, l'ARS nous a dit, en fait, ça n'existe pas votre truc. Donc voilà, ça c'est un vrai enjeu, c'est pour ça qu'il faut en parler. Mais ce qu'on sait quand même, c'est que globalement, dans cette population-là, d'enfants, donc, qui n'ont pas terminé leur croissance, soit qui sont loin de la croissance, soit pendant la croissance, c'est qu'il y a 2 fois plus de croisés par rapport à leur pratique sportive, dans ce que l'on connaît. On sait également qu'il y a une tendance donc à plus de chirurgie, plus de ruptures sur les 20 dernières années. C'est assez associé à l'augmentation globale des ruptures, mais aussi, ils ont quand même un surrisque. Ils ont plus de récidives, et ça c'est quand même très très important. Il y a des études jusqu'à 20-25% de récidives du même côté, et ils ont plus de lésions du côté opposé. Et le pic d'âge n'est pas le même chez les garçons et chez les filles sur la maturité. Par contre, aux alentours de 19 ans, et puis voilà. Le mécanisme lésionnel, il est très similaire, et il y a un grand défaut d'étude également, comme on l'a vu tout à l'heure sur les études vidéo. Le diagnostic, il est similaire à l'adulte. Ce qui est très important, c'est le triptyque traumatique, le mécanisme lésionnel, sang avec contact, la douleur, le craquement, la sensation d'instabilité immédiate, caractéristique. Sauf que vous êtes chez un enfant, donc il ne vous en parle pas d'instabilité. Il dit il y a eu un truc. Et là, il faut utiliser les parents qui est est-ce qu'il y a une boiterie?
Est-ce qu'il y a un avant, un après? Est-ce qu'à cet entraînement-là, il y a eu quelque chose? Parce que ça, c'est totalement masqué et c'est normal sur ces jeunes patients. Et donc, il faut faire attention. Mais c'est toujours un mécanisme d'appui monopodal avec un valgus. Et une chose, c'est la vidéo. Eh bien, il y a tellement de vidéos des matchs en amateur, utilisez-la. Ah, bah, si vous voulez, j'ai la vidéo. Dites pas non, mais j'en ai rien à cirer. Non, vous regardez la vidéo. D'abord, vous incluez vos patients et notamment les parents dans la discussion, mais en même temps, vous avez besoin de cette ressource-là pour voir comment c'est arrivé. Et tout de suite, vous regardez les chaussures qu'il a utilisées, la surface synthétique, et là, vous avez le combo formidable en Ile-de-France, c'est-à-dire que les chaussures synthétiques qui sont pas adaptées, avec une forte surface de frottement, et ça fait partie de la prévention. Et vous dites, mais ton copain autour, ils ont quoi? Ils ont les mêmes chaussures. Bon, bah, va falloir discuter avec le club et mettre en place un élément de prévention. Bien entendu, les examens physiques. Le papa, la maman, vous savez, tous des croisés dans la famille. C'est le 4e qui vous amène. Moi, j'ai les fratries de 4, ils ont tous eu les croisés, un côté, deux côtés. Et puis, le diagnostic réel, c'est la laxité. Tout à l'heure, on parlait d'IRM. On a de formidables radiologues ici, mais c'est pas l'IRM qui fait le diagnostic de rupture de croisée. Jamais en chronique. C'est extrêmement difficile, sauf s'il n'y a plus du ligament à l'intérieur. Mais s'il reste quelque chose, c'est pas ça qui vous donne la stabilité d'un genou. C'est pas ça qui vous donne la laxité d'un genou. Donc, ça reste l'examen clinique qui fait il y a ou non une laxité. Et après, à l'imagerie, vous le confrontez. En aigu, oui, il y a des éléments importants. Mais en chronique, ça devient beaucoup plus difficile. Donc, voilà, sur le plan diagnostic, on reste sur ce triptyque habituel. Chez les enfants, c'est la même chose. On est sur le même modèle de compréhension biomécanique. Très rapidement, c'est le contrôle de la rotation interne, c'est le contrôle proche de l'extension, et c'est vraiment le modèle de la réception monopodale. Juste ces éléments-là, il faut dire que c'est la même chose chez les petits. C'est la même chose. Et on parlait de cognitif tout à l'heure, c'est la même chose. Les possibilités thérapeutiques, très simplement. On est sur les schémas simples, fonctionnels, orthopédiques, chirurgicales. Il y a très peu d'études qui vont vous démontrer la différence entre chaque travail. Il y a un groupe intéressant aujourd'hui au niveau européen qui est l'ESCA, c'est notre groupe de recherche en arthroscopie du genou et du sport. Il y a le groupe mondial qui est l'ISACOS, le groupe français qui est la SFA et le groupe européen qui est l'ESCA, qui est très dynamique et qui a depuis 4 ans maintenant la création d'un registre, mais qui n'est pas très bien rempli, mais en tout cas c'est la volonté de faire. Donc c'est hyper récent, il n'y a pas ça jusqu'à présent. Pas d'immobilisation quand vous êtes fonctionnel, ça veut dire que en fait son état clinique, douleur, gonflement, etc., permet de ne pas être immobilisé. Et la question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on peut lui permettre de reprendre une activité physique et sportive sans intervention? La réponse, en fait, oui. Oui, c'est possible, et même à un certain niveau. Est-ce qu'on a-t-elle, pas a-t-elle? Ça verra en fonction de la récupération que l'on peut identifier. Mais en tout cas, c'est faisable et réalisable, sous une seule réserve, c'est que vous ayez assuré qu'autour, il y a des ressources. Vous avez des parents qui comprennent ce que vous dites, des éducateurs qui comprennent ce que vous dites. Les enseignants de PS aujourd'hui sont très bien formés, ils ont des CERFA spéciaux où vous pouvez indiquer dessus ce que vous faites faire, pas faire, etc. Et de manière progressive, toujours dans l'idée de déscolariser, en tout cas de EPSiser le moins possible, c'est-à-dire les laisser le maximum sur le terrain. Ils peuvent marcher, il va en sport, il peut marcher, il peut accompagner les autres, il peut faire de l'arbitrage, il peut faire du social, de la présence. Mais ça, c'est important, il peut le aussi en muscu. Il ne va pas aller faire le hand, mais il va aller faire la muscu. Donc, c'est très important de les laisser dans leur univers. L'autre chose, c'est le traitement orthopédique. Et là, le traitement orthopédique, c'est de dire on va essayer de consolider avec une immobilisation temporaire, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas la place. Et puis la question du traitement chirurgical. Les indications opératoires chez nos petits, c'est l'instabilité. Mais l'instabilité du petit, ce n'est pas l'instabilité du grand. Instabilité cartilage ouvert, c'est beaucoup les parents qui vous disent non, mais là, ça fait 3 fois qu'il boite. Lui, il va rarement, chez les petits, vous identifier des épisodes d'instabilité. Il dit, oh, j'ai un peu mal au genou, j'ai un peu gonflé. Et en fait, c'est les parents qui vont dire, mais en fait, il a un flessum. Enfin, il ne vous dit pas le flessum, il dit, il a le genou fléchi. Il descend mal les escaliers, il sort mal de la voiture, ça fait 3 fois qu'il boite après l'entraînement. En fait, c'est ces éléments-là. Mais les enfants ne disent pas l'instabilité. Le giveaway, ils ne le disent pas. Ils ne disent pas ça part. Ils ne disent pas non, mais là, j'ai pas confiance. Non, c'est des enfants. Donc, il faut faire très attention. Et cette instabilité-là, beaucoup de manœuvres d'évitement, beaucoup d'aspects vraiment appréhension. Il faut savoir les rechercher. Bien entendu, c'est la présence de lésions associées. Et là, l'IRM a toute sa place. La sensibilité de l'IRM, un 5 Tesla ou 3 Tesla, est de 92%. Donc, il y a vraiment, on voit les lésions méniscales. Hein. Et donc, ça, c'est important de bien l'identifier. À partir du moment où il y a une atteinte structurelle ménisque-cartilage, il faut proposer une chirurgie. L'autre chose, c'est le sport pratiqué, le niveau.
Bon, bah, évidemment, nos garçons des centres de formation, hein, de foot, c'est ce qu'on a beaucoup. La gym, hein, ce sont des activités dans cette préadolescence où il y a beaucoup de blessures. Essentiellement, la danse aussi, hein, c'est très, très représenté dans cette population-là. Eh bien, lorsqu'ils veulent reprendre un certain niveau, c'est dur de leur dire, bah, on verra plus tard, on attend, il n'y a pas d'éducation. En fait, la question pour ces enfants, c'est on sait qu'il faudra les opérer un jour parce qu'ils ont 50 ans d'expertise, enfin d'expérience physique devant eux. Il y a bien un moment où ça va mal se passer. La question, c'est quand. Je vous rappelle les notions de sport à risque rapidement. En fait, le problème de la stratégie chirurgicale, c'est la spécificité de la croissance. La croissance, c'est les os longs qui vous donnent de la croissance. Sur un fémur, par exemple, et un tibia, vous avez 2 cm par an. C'est énorme, hein, c'est ces 2 cm-là qui vous font gagner pendant la période de croissance. L'essentiel étant dans le fémur, un petit peu dans le tibia. Et l'idée, en fait, c'est que là où on craint un petit peu, c'est de préserver cette harmonie de croissance. Si l'harmonie que vous voyez sur le cartilage de conjugaison se fait, vous allez grandir de manière homogène. Si jamais ici c'est fusionné, ou ici, bah, vous allez grandir de travers. Donc c'est ça qui est important, et on a eu toujours cette crainte de dire, en touchant la vérole péricondrale qui est ici, ou le cartilage lui-même, on va entraver cette croissance par un biais très simple, c'est que ça va faire fusionner un endroit. Et si vous fusionnez ici, bah, ça va continuer à pousser de l'autre côté, ça va pousser de travers. Ça a été la crainte pendant des années. Et c'est pour ça que techniquement aujourd'hui, on était dans un conflit qui était de dire, on a cette crainte d'abîmer le cartilage, mais on doit faire quand même une greffe à l'intérieur. Et on a un souci, c'est qu'on sait qu'il faut faire des greffes extra-articulaires, comme vous l'avez démontré déjà dans d'autres travaux. On a 5 à 6 fois moins de ruptures. Dans une population qui a 20% de rupture, lorsqu'il n'y a pas de plastie extra-articulaire, on est à 25% de rupture. Donc il faut faire des plasties extra-articulaires chez ces enfants, tout en préservant le cartilage. Tout l'enjeu. Et donc, quand on fait ça, on se dit, bah, le DDT, le DT3, le biophase, tout ça, en fait, on ne peut pas parce qu'on va utiliser des zones qu'on va mettre en danger sur la croissance. Toutes les plastiques extra-articulaires classiques, on ne peut pas. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a développé cette technique au fascia, c'est ça dont on voulait parler. C'est-à-dire une technique, vous allez embrasser ici le condyle latéral, d'où le nom de XOXO. Vous embrassez le condyle latéral avec un contrôle rotatoire sur une seule greffe qui va venir ici. C'est une évolution des Macintosh avec du fascia lata. Et donc, cette plastie, en revanche, il faut qu'elle soit sur une rançon cicatricielle tout à fait acceptable. Et ça, c'est ce qu'on a développé. C'est-à-dire que vous avez ici une cicatrice de quelques centimètres qui correspond à la cicatrice que vous auriez sur un DDT classique. Et puis, surtout, vous êtes sur des greffes qui ont des calibres insuffisants. Donc, on augmente nos greffes avec l'apparition, l'utilisation d'un gracilis ou bien d'allogreffe, ça dépend un peu de nos habitudes, et qui va pouvoir être placé dans la position que l'on souhaite. C'est intéressant cette image parce qu'on voit qu'ici, le point d'entrée, ça nous donne en fait ce bord latéral. C'est là où va être la plastie extra-articulaire. Et si vous voyez de profil, ça correspond en fait au croisé antérieur, mais déporté sur le côté. On comprend bien l'aspect antirotatoire quand on est sur cette image-là, parce qu'en fait, on a un deuxième croisé qu'on va mettre ici, avec un bras de levier qui est beaucoup plus puissant. Trivialement, à l'intérieur, on met 8-9 mm, à l'extérieur, 4-5 mm, ça suffit. On est loin de la porte, on a un énorme bras de levier et on va contrôler beaucoup mieux la rotation. C'est ce qu'on aime énormément. Bien sûr, on a développé un système pour être en mini-invasif avec des systèmes de fermeture spéciaux sur le fascia lata. Le système également pratique pour pouvoir faire nos visées et nos tunnels. Là, vous êtes sur la zone de croissance. Là, il y a la zone de croissance qui est au-dessus. On n'est pas dans la zone de croissance, on n'y touche pas dans la partie fémorale. On est loin de la zone. Ici, vous voyez la petite photo, vous voulez peut-être vous deviner là. C'est en paire opératoire ici, je mets ma caméra ici. C'est pour montrer l'os, ça c'est l'os spongieux, vous voyez la trabiculation normale, et ici il y a le cartilage de croissance. Et en fait, il va être juste ici. Il n'y a pas, on a le droit de passer à travers, moyennant certaines précautions, on a le droit de passer à travers, il n'y aura pas de danger, mais il ne faut pas laisser le matériel à l'intérieur. Ça aussi c'est un problème, parce que c'est le matériel que vous choisissez, il ne faut surtout pas qu'il reste à l'intérieur, on craint alors qu'il y ait une petite épivisodèse. Et là on mesure en fait, et on met des vis plus courtes. Trivialement, c'est ça. Au lieu de 35 mm, on va mettre du 20 ou 25 mm. Donc, ça nous permet d'avoir un contrôle rotatoire que l'on souhaite dans cette population à risque. Voilà exactement ce qu'on peut dire en post-opératoire. Cartilage, vous voyez, c'est en fin de croissance. C'est une analyse avec beaucoup de recul sur ce patient-là. La TTA est pratiquement consolidée ici, ce qui est le dernier élément d'une noyaudification du fémur. Vous avez un contrôle, là, c'est le contrôle de laxité. Vous voyez ici le cartilage de croissance. Le tunnel dont je vous ai parlé à l'instant, qui va faire rentrer la greffe ici, ressortir. Vous voyez la petite fixation qu'il y a ici. Et on est loin du cartilage, on ne met pas en danger. De même sur cette IRM, vous voyez parfaitement ici, donc ça c'est le croisé postérieur, vous allez voir, et vous allez voir que le trajet ici en postérieur se fait de ce ligament et qui va venir vers l'intérieur,
il va venir vers l'intérieur, il faut qu'il vienne, sinon ça veut dire qu'il n'y a pas de greffe, c'est un peu embêtant, mais il va venir. Vous voyez ici, et pour venir faire la partie intra-articulaire. Avec une seule greffe, on fait l'extra et l'intra, et on préserve les zones de cartilage de croissance. Donc ça, c'est ça qu'on veut, ce qu'on appelle le XO. On a déjà parlé l'année dernière sur la laximétrie, ça correspond à ça. Donc rapidement, voilà, sur le plan technique, je passe rapidement, mais c'est ça que je voulais vous montrer. On arrive à placer ici, vous voyez, par un petit abord tout simple, le prélèvement du fascia latin. On va l'augmenter, comme on l'a montré tout à l'heure, avec cette plastie. On a en fait un rançon cicatriciel qui est la même que sur une plastie classique que j'aime, les DTTFL. Donc ça, c'est intéressant. Après, on a toute la partie faux filage. Vous voyez, on a préparé ici la greffe avec un bon calibrage hein, qui va venir à l'extérieur du genou et revenir à l'intérieur du genou. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et puis, une fois qu'on l'a calibré, on va le passer à l'intérieur. Nos petits tunnels, hein, je vous épargne ça. Les petits tunnels fémorales, voilà, on fait coucou, on passe par là. Là, on va mettre nos tunnels tibiales avec nos repères, ça c'est très important. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on va aller placer la greffe. Voilà, ça c'est intéressant. Et vous comprenez bien le trajet extra-articulaire, intra-articulaire. Ça contrôle la rotation. D'accord? On met en tension ici, on met en tension, et puis on va fermer comme on fait d'habitude sur nos greffes. Voilà, ça c'est en gros les éléments intéressants. En gros, quand on a ces jeunes patients, enfants, adolescents, cartilage ouvert, il n'y a pas beaucoup de cas, il y en a beaucoup moins que d'habitude. On a peu de données de la littérature. Et il y a une chose, c'est qu'il y a un interlocuteur qui s'appelle les parents, qui est fondamental et qu'il faut associer à notre prise en charge pour avoir des résultats que l'on souhaite. Donc ça, c'est très très important. En fait, en sport, ça me rappelle la même chose qu'avec le triptyque avec l'entraîneur, le joueur, la pression, le calendrier qui est derrière. Pour moi, c'est la même chose. Il y a la pathologie du patient, il y a ce que je sais faire, ce que j'ai appris, ce que je pense qu'il faut faire. Et puis le troisième élément, c'est le calendrier qu'on a. Et ça, pour les enfants, pour moi, c'est la même chose. On a à peu près cette même manière de penser pour pouvoir aller ensemble. Donc globalement, promouvoir l'activité physique et sportive. Il faut garder en tête tout ce que vous avez dans vos discussions. Comment faire pour le laisser libre? Si vous mettez un GPS à des enfants qui font une journée par exemple, on a fait ça avec le rugby, une journée de compétition où ils enchaînent en fait dans un tournoi les matchs. Le moment de la journée où le GPS s'arrête, c'est sur les terrains. Là où le GPS s'arrête pas, quand vous avez 8 ans, c'est quand vous êtes avec vos copains toute la journée. Ils vont avoir une activité. Ce sont des sportifs de haut niveau, nos enfants. Il faut surtout pas les laisser pour des raisons mentales et psychiques, surtout pas, et sur les raisons physiques. On a discuté des diagnostics et des indications. Les stratégies d'adaptation surtout, et de chercher toujours le plaisir pour les jeunes avec des notions de récompense différentes de chez l'adulte. La prise en charge, elle est forcément spécialisée. C'est pas parce que vous faites un ligament par an que vous allez pouvoir faire ça. Ça, c'est pas possible. L'arthroscopie, pour des raisons techniques, évidemment. Et puis, bien entendu, on bataille pour qu'on reconnaisse notre métier, notre particularité auprès de nos instances et notamment du ministère. Je vous souhaite une bonne fin de congrès.